Les menottes claquèrent autour des poignets de Sarah Mitchell avec une force inutile. Le métal froid contrastait avec la chaleur de l'humiliation qui envahissait son visage. À 34 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple malentendu dans un parking la conduirait dans un poste de police comme une vulgaire criminelle. « Celle-là est dangereuse, sergent », murmura l'agent Johnson à son collègue, resserrant délibérément les menottes. « Regarde comment elle nous fixe, une vétérane cinglée, je parie. » Sarah resta silencieuse, ses yeux verts fixés sur le mur devant elle. Pendant 15 ans de service dans la Navy, elle avait appris que certaines batailles ne valaient pas l'énergie. Mais quelque chose en elle bouillonnait, un mélange d'indignation et d'un calme étrange, celui que seuls ceux qui ont affronté bien pire peuvent conserver. L'incident avait commencé de manière absurde. Sarah sortait du supermarché lorsqu'elle vit deux hommes forcer une femme âgée à leur remettre son sac. Sa réaction fut instinctive. Elle s'approcha calmement, neutralisa la situation sans violence, et les voleurs s'enfuirent. Lorsque la police arriva, l'un des criminels qu'elle avait fait fuir la désigna comme complice. « C'est elle, officier! Elle était avec nous! » cria l'un d'eux, désespéré de détourner l'attention. « Cette femme est dangereuse! » Et maintenant, elle était là, menottée comme une criminelle, tandis que les véritables coupables avaient été relâchés après des incohérences dans leurs déclarations. « Nom complet? » demanda l'officier à l'accueil sans même lever les yeux. « Sarah Elizabeth Mitchell, profession mécanicienne automobile. » Elle choisit de ne pas mentionner ses 15 années de service militaire. L'expérience lui avait appris que certaines informations ne faisaient qu'attirer des ennuis dans ce genre de situation. L'adjoint Adams entra dans la pièce avec l'arrogance typique de quelqu'un qui n'avait jamais questionné son propre pouvoir. « Alors, c'est toi l'héroïne qui voulait jouer les sauveuses, hein? » Son ton était chargé de sarcasme. « Laisse-moi deviner, une vétérane traumatisée qui pense encore être en guerre. » Sarah prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, une confiance excessive qui lui indiquait que cet homme avait l'habitude d'humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs. « J'essayais juste d'aider une femme âgée, monsieur. » « Bien sûr, bien sûr. Et je suppose que tu as une formation spéciale aussi, non? Vous dites tout ça. » Adams rit, feuilletant un dossier. « Entretien de véhicule. Une carrière intéressante pour une héroïne. » Ce que l'adjointe Adams ignorait, c'est que Sarah Mitchell n'était pas une simple mécanicienne. Pendant ses années dans la Navy, elle avait été l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de sa génération, sauvant des dizaines de vies lors de missions classifiées au Moyen-Orient. Ses mains, aujourd'hui tachées de graisse de moteur, avaient autrefois tenu un fusil avec une précision chirurgicale à plus de 1000 mètres. Mais Sarah avait appris il y a longtemps que certains secrets devaient rester enfouis jusqu'au moment opportun. « Eh bien, » continua Adams, « tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Et entre nous, ma petite dame, les choses ne s'annoncent pas très bien pour toi. » Alors qu'on l'emmenait dans sa cellule, Sarah remarqua quelque chose que les officiers n'avaient pas vu. Sur le bureau du shérif, une photo le montrait en train de saluer des politiciens locaux, avec en arrière-plan une bannière portant le nom de Morrison and Associates Construction, la même entreprise qui avait mystérieusement licencié 3 mécaniciens vétérans le mois précédent, tous pour des restrictions budgétaires. Sarah esquissa un sourire presque imperceptible. En 15 ans de service militaire, elle avait appris que les coïncidences étaient rarement de simples hasards. Et maintenant, assise dans cette cellule humide, elle commençait à relier des points qui formaient une image bien plus vaste qu'un simple malentendu. Ce que l'adjointe Adams et ses collègues ne réalisaient pas, c'est que la femme qu'ils venaient de menotter avait passé des années à collecter des informations et à tisser des relations qui s'étendaient bien au-delà de ce poste de police. Plus important encore, elle n'entrait jamais dans une bataille sans être absolument certaine de pouvoir la gagner.
Si vous appréciez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre vous montrera que sous-estimer la mauvaise personne peut être la plus grande erreur de votre vie. La cellule froide n'intimidait pas Sarah. Lors de missions en Irak, elle avait dormi dans des bunkers de fortune sous des bombardements constants. L'odeur de moisi et le bruit des ivrognes dans la cellule voisine étaient pratiquement un spa comparé aux conditions qu'elle avait déjà affrontées. Mais son esprit ne se reposait pas. Pendant que les autres prisonniers ronflaient, Sarah analysait chaque détail des derniers événements. La photo de Morrison Construction, le licenciement mystérieux des vétérans, la façon dont les criminels avaient été rapidement relâchés, tout formait un schéma que son expérience militaire reconnaissait immédiatement. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. « Mitchell, vous avez un visiteur », annonça le garde, visiblement agacé de devoir travailler un samedi. Dans la salle des visites, Sarah rencontra Marcus Chun, un homme asiatique d'âge moyen, portant un costume simple mais bien taillé. Ses yeux alertes et sa posture droite trahissaient son passé militaire. « Sergent Chun, Marine Corps à la retraite », se présenta-t-il à voix basse. « Avocat maintenant. J'ai entendu parler de votre cas par le réseau des vétérans. Certaines choses ne collent pas. » Sarah étudia l'homme devant elle. « Comment saviez-vous que j'avais servi? » « Votre posture quand ils vous ont amené hier. Je reconnais un guerrier quand j'en vois un. » Marcus ouvrit un dossier. « De plus, j'ai passé quelques coups de fil. Sarah Elizabeth Mitchell, 15 ans dans la Navy, 3 déploiements à l'étranger, spécialisée dans les opérations spéciales. Intéressant que cela n'apparaisse pas dans votre dossier de police. Je préfère ne pas mentionner mon service. Ça ne fait qu'attirer des ennuis. » Marcus hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, mais il est peut-être temps de changer de stratégie. J'ai découvert des choses sur le shérif Adams que vous devez savoir. » Alors que Marcus parlait, Sarah apprit qu'Adams entretenait une relation financière suspecte avec plusieurs entreprises locales, y compris Morrison Construction. Au cours des 2 dernières années, au moins 6 vétérans avaient été arrêtés dans des circonstances douteuses après avoir perdu leur emploi ou s'être disputés avec des hommes d'affaires liés à Adams. « C'est un système », expliqua Marcus. « Les vétérans sont des cibles faciles. La société a déjà des préjugés, surtout si vous êtes une femme. Adams en profite pour rendre des services à ses amis entrepreneurs. » Plus tard, de retour dans sa cellule, Sarah reçut une autre visite inattendue. La femme âgée qu'elle avait aidée dans le parking apparut, accompagnée de ses 2 filles. « Ma chère, je m'appelle Eleanor Washington, » dit la vieille femme, les yeux remplis de larmes. « Je suis venue vous remercier et vous dire que je sais exactement ce qui s'est passé hier. Vous m'avez sauvé de ces voyous. Madame Washington, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans cette histoire. À 68 ans, j'ai vu trop d'injustices pour me taire. » Eleanor se pencha plus près. « De plus, une de mes filles travaille à la mairie. Nous savons exactement qui est l'adjoint Adams et dans quel genre d'affaires il trempe. » Eleanor glissa discrètement un morceau de papier sur la table. Des numéros de téléphone de personnes qui peuvent aider. Et une chose importante, ces 2 voyous ont déjà été arrêtés auparavant. Adams les relâche toujours rapidement en échange de faveurs. Ce soir-là, Sarah utilisa son unique appel téléphonique autorisé, non pas pour appeler sa famille, mais pour composer un numéro qu'elle avait mémorisé des années auparavant. La voix qui répondit était familière et autoritaire. « Général Patricia Hayes. »« Général, ici l'ancienne sergente Sarah Mitchell. Opération Silent Strike. » Il y eut une longue pause. « Sarah. Mon Dieu. Où étais-tu? J'essaie de te retrouver depuis que tu as quitté le service. C'est une longue histoire, madame, mais j'ai besoin d'une petite faveur.
Alors que Sarah expliquait sa situation, elle pouvait entendre l'indignation grandir dans la voix du général. Patricia Hayes était l'une des femmes les plus puissantes de l'armée américaine, et Sarah lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade en Afghanistan. L'adjointe Adams n'a aucune idée de qui il a affaire, dit le général froidement. Sarah, as-tu des preuves de ces irrégularités? Pas encore, mais j'y travaille. Alors travaille vite. Et Sarah, tu as tout le soutien dont tu as besoin. Il est temps que certains civils apprennent que les vétérans ne sont pas des victimes faciles. Le lendemain, Adams se présenta au poste visiblement contrarié. Un appel mystérieux du Pentagone avait questionné le traitement d'une personne d'intérêt militaire, sans préciser qui. « Mitchell! » cria-t-il pendant l'interrogatoire. « À quel jeu joues-tu? Qui connais-tu? » Sarah garda une expression neutre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, chef. »« Ne fais pas l'idiote. Quelqu'un de très important pose des questions sur toi. » Intérieurement, Sarah sourit. Le général Hayes avait activé ses contacts, mais avec subtilité. Adams était nerveux, mais il ne savait pas encore exactement pourquoi. « Peut-être, » dit Sarah calmement, « auriez-vous dû faire vos devoirs avant de m'arrêter. Parfois, les apparences sont trompeuses. » Adams frappa du poing sur la table. « Tu restes ici jusqu'à ce que je découvre toute la vérité, et quand je le ferai, je m'assurerai que tu payes pour tous les problèmes que tu m'as causés. » Mais l'adjoint Adams n'avait aucune idée que Sarah avait passé des années à infiltrer des cellules terroristes, à collecter des informations tout en se faisant passer pour vulnérable. Elle savait exactement comment faire en sorte qu'un adversaire la sous-estime jusqu'au moment idéal pour révéler ses véritables atouts. Cette nuit-là, alors qu'Adams pensait avoir la situation sous contrôle, Sarah finalisait mentalement la première phase de son opération. Elle avait identifié des alliés, cartographié les faiblesses de l'ennemi et établi une communication avec le haut commandement. C'est alors qu'Adams entra dans la cellule avec un sourire cruel que Sarah réalisa qu'il avait décidé d'intensifier la situation. Mais ce que le détective ignorait, c'est qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière, donnant à la tireuse d'élite la plus expérimentée de la Navy exactement la motivation nécessaire pour passer de la défense à une attaque totale. Une seule question demeurait. Adams réaliserait-il le danger avant qu'il ne soit trop tard? Ou continuerait-il à sous-estimer la femme qui avait survécu à des guerres qu'il ne pouvait même pas imaginer? Le lundi suivant, Adams arriva au poste de police avec une confiance renouvelée. Il avait décidé d'accélérer le dossier contre Sarah en inventant de nouvelles accusations pour la garder en prison plus longtemps. Après tout, qui se soucierait d'une mécanicienne sans famille influente ni avocat coûteux? Johnson, prépare les documents pour transférer Mitchell à la prison d'État, ordonna-t-il en claquant la porte de son bureau. J'ajouterai résistance à l'arrestation et menace sur un officier. Mais à 10h47, quelque chose changea radicalement. 3 voitures officielles noires s'arrêtèrent devant le poste de police, suivies d'un van de communication de l'armée. Adams observa par la fenêtre, confus, alors que des hommes et des femmes en uniforme militaire descendaient des véhicules. La première à entrer fut le général Patricia Hayes en personne, une femme imposante de 52 ans, avec 4 étoiles sur les épaules et une posture qui imposait un respect immédiat. Derrière elle se trouvaient 2 colonels et un officier de presse du Pentagone. « Où est le shérif Adams? » demanda le général à la réceptionniste, qui resta complètement figée. Adams apparut rapidement, essayant de cacher sa nervosité. « Je suis l'adjoint Adams. Comment puis-je vous aider? » Général Patricia Hayes, commandement central de l'armée des États-Unis. Je suis ici pour récupérer le sergent-major Sarah Mitchell. Sergent Major? Bégaya Adams. Je suis désolé, mais il doit y avoir une erreur. La femme que nous avons ici n'est qu'une mécanicienne.
Le général l'interrompit d'un regard glacial. Sergente d'état-major Sarah Elizabeth Mitchell, médaille d'honneur pour bravoure au combat, étoile d'argent, cœur pourpre, et vétéran de 15 ans de la Navy des États-Unis, incluant 3 déploiements dans des opérations spéciales classifiées. Ça, cher. Adams sentit le sol se dérober sous ses pieds. Médaille d'honneur. Elle m'a sauvé la vie, ainsi que celle de 32 autres soldats lors d'une embuscade en Afghanistan, poursuivit le général, sa voix résonnant dans le poste. Elle est considérée comme l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de l'histoire militaire américaine. Et vous, adjoint, l'avez arrêtée pour avoir aidé une femme âgée. À ce moment, Marcus Chun entra dans le poste, accompagné d'Eleanor Washington et de ses filles, ainsi que d'un journaliste de télévision locale qui avait été discrètement alerté de la situation. « Oh, et shérif Adams, » dit Marcus avec un sourire. « J'espère que vous avez apprécié les appels du Pentagone. » C'était le général Hayes en personne qui posait quelques questions sur le traitement de son sauveur. Adams tenta de se ressaisir. « Écoutez, nous ne savions pas. Elle n'a rien dit sur son passé militaire. Pourquoi l'aurait-elle dû? » Le général s'approcha de lui. Les vétérans comme le sergent Mitchell ont appris que les civils considèrent souvent notre service comme un signe d'instabilité, pas d'honneur, surtout les vétéranes. C'est alors qu'Eleanor Washington prit la parole. « Shérif, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai enregistré toute notre conversation sur la façon dont vous résolvez les problèmes pour les hommes d'affaires en ville. Ma fille travaille à la mairie, vous vous souvenez? Nous savons depuis des années ce que vous faites. Pas. » Le colonel, à côté du général, tendit un dossier à Adams. Ce sont des copies des documents envoyés à la Division des affaires internes de l'État, au FBI et au bureau du procureur des États-Unis, incluant des enregistrements d'appels entre vous et des cadres de Morrison Construction, ainsi que des schémas suspects dans les arrestations de vétérans au cours des 2 dernières années. Adams ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Il y avait des relevés bancaires montrant des dépôts suspects, des transcriptions d'appels téléphoniques et une liste complète de tous les vétérans injustement persécutés dans sa juridiction. « Comment avez-vous obtenu ça? » murmura Adams, pâle. Sarah apparut enfin, escortée par un officier de police. Mais maintenant, tout le monde dans le poste la regardait avec un respect révérencieux. « Shérif Adams, quand vous sous-estimez quelqu'un à cause de préjugés, vous ne savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. » Le général s'adressa à Sarah avec une émotion sincère. « Sergente Mitchell, au nom de l'armée des États-Unis, je vous présente mes excuses les plus sincères pour la façon dont vous avez été traité. C'est une atteinte directe à tous ceux qui ont servi ce pays avec honneur. » Merci, général, mais je crois que c'est le shérif Adams qui doit des excuses, pas à moi, mais à tous les vétérans qu'il a lésés par cupidité personnelle. Marcus Chun s'approcha d'Adams avec des documents juridiques. « Ah, shérif, j'ai également pris la liberté de vous poursuivre pour arrestation illégale, diffamation et violation des droits civils du sergent Mitchell. Le montant initial s'élève à 3 millions de dollars. » Adams tenta une dernière manœuvre désespérée. « Écoutez, tout ceci était un malentendu. Je faisais juste mon travail. »« Son travail? » rit amèrement Eleanor Washington. « Mon garçon, j'ai 78 ans et j'ai vu beaucoup de shérifs corrompus dans ma vie. Vous n'étiez pas seulement incompétent. Vous étiez délibérément malveillant. » Le journaliste s'approcha, les caméras tournantes. « Shérif Adams, un commentaire sur les allégations selon lesquelles vous avez accepté des paiements pour vous en prendre à des vétérans. » C'est alors qu'Adams réalisa que ce n'était pas seulement sa carrière qui était terminée. Les caméras tournaient. Sa femme regardait probablement à la maison, et toute la ville découvrirait que l'homme qu'ils avaient juré de protéger et de servir vendait l'injustice aux plus offrants. « Non,
Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, marmonna Adams. Mais sa voix était faible et vaincue. Sarah conserva sa dignité jusqu'au bout. Général Hayes, je n'ai pas besoin de vengeance. La vérité était suffisante. J'espère seulement que cela empêchera d'autres vétérans de vivre ce que j'ai vécu. Alors que les menottes qui avaient autrefois enchaîné Sarah cliquetaient maintenant autour des poignets d'Adams, une question demeurait. La transformation de la tireuse d'élite la plus redoutable de la Navy en symbole de justice serait-elle le catalyseur de changements encore plus grands dans le système qui avait si longtemps protégé des hommes corrompus comme Adams? 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait sur la scène principale de la Convention nationale des vétérans, recevant une ovation debout de plus de 5000 anciens militaires venus de tout le pays. Le prix du courage civil dans ses mains brillait aussi fort que le sourire sur son visage. « Quand ils m'ont menotté ce jour-là, dit-elle dans le micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, je pensais n'affronter qu'un adjoint corrompu. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de révéler tout un système de persécution contre les vétérans. » L'enquête fédérale qui suivit l'affaire de Sarah entraîna l'arrestation de 12 personnes, dont 3 hommes d'affaires qui avaient versé des pots de vin à Adams. Morrison Construction fit faillite après avoir perdu des contrats de plusieurs millions de dollars lorsque ses pratiques illégales furent révélées. Plus de 40 vétérans reçurent une compensation totalisant 23 millions de dollars. Marcus Chun, désormais associé dans son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des vétérans, regardait avec fierté depuis le premier rang. Son cabinet était passé d'un petit bureau à une firme nationale avec 17 avocats, tous dédiés aux cas d'injustice contre d'anciens militaires. Sarah a transformé une injustice personnelle en justice collective, avait-il déclaré aux journalistes. Elle n'a pas seulement obtenu sa revanche, elle a changé le système pour toujours. Pendant ce temps, l'ancien shérif Adams purgeait sa peine de 8 ans pour corruption, extorsion et violation des droits civils dans la prison d'État de l'Indiana. Sa chute avait été complète et brutale. Sa femme avait demandé le divorce après avoir découvert des messages textes entre Adams et les hommes d'affaires contenant des blagues cruelles sur les vétérans inutiles et des plans pour nettoyer la ville de cette racaille. Ses enfants changèrent de nom de famille et coupèrent tout contact. La maison qu'il avait achetée avec de l'argent sale fut vendue aux enchères pour payer les compensations aux victimes. En prison, Adams découvrit de première main ce que c'était que d'être traité comme un criminel ordinaire. « Tu sais qui m'a mis ici? » demanda-t-il à son codétenu le premier jour, un vétéran du Vietnam condamné pour trafic de drogue. « Une mécanicienne? Une simple mécanicienne? » Son codétenu rit amèrement. « Frère, tu as arrêté une tireuse d'élite décorée de la Navy et tu as encore le culot de l'appeler simple. Tu ne comprends rien. » Ce qu'Adams ne comprendrait jamais, c'est que Sarah n'avait jamais été juste une mécanicienne. Elle avait choisi cette profession humble après son service militaire précisément pour passer sous les radars, pour vivre en paix loin des projecteurs. Mais lorsqu'elle fut forcée de se battre, elle révéla être exactement ce qu'elle avait toujours été, une guerrière stratégique avec des connexions s'étendant jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement. Eleanor Washington, désormais âgée de 69 ans, était devenue une militante infatigable pour les droits des vétérans et une porte-parole nationale contre la corruption policière. Sa fondation, Courage to Speak, avait déjà aidé plus de 200 vétérans à obtenir justice dans des cas similaires. « Cette fille m'a sauvé 2 fois, disait-elle dans les interviews. D'abord des voleurs, puis elle nous a tous sauvés de ce système pourri. Mais surtout, elle m'a appris que l'âge n'est pas une excuse pour rester silencieux face à l'injustice. » Le poste de police où Sarah avait été arrêtée fut complètement réformé, avec 3 officiers licenciés et un nouveau chef, également vétéran, installant une pancarte à l'entrée. « Nous servons avec honneur,
Un rappel constant que ceux qui protègent le pays méritent protection, pas persécution. Le nouveau protocole exigeait des vérifications obligatoires des antécédents militaires avant d'arrêter tout suspect vétéran. Le général Hayes rendait régulièrement visite à Sarah, non plus en tant que supérieur et subordonné, mais en tant qu'amis liés par leur service militaire. Lors de leurs conversations, le général s'émerveillait souvent de la transformation de Sarah. « Sais-tu quelle a été ta plus grande victoire? » demanda le général lors d'un déjeuner dans l'atelier de Sarah. Ce n'était pas de détruire Adams, c'était de montrer que les vétérans ne sont pas des victimes. Nous sommes des survivants qui construisent des empires quand on nous sous-estime. Sarah sourit, regardant par la fenêtre de l'atelier qu'elle possédait désormais. Un complexe de 3 bâtiments qui n'employait que des vétérans vulnérables. Ce qui avait commencé comme un petit atelier de réparation automobile était devenu un centre de réhabilitation professionnelle offrant des cours techniques, des conseils et des opportunités d'emploi. Mitchell Veterans Enterprises était maintenant une entreprise de 2 millions de dollars par an, avec une liste d'attente d'entreprises souhaitant embaucher ses diplômés. L'histoire de Sarah avait inspiré des changements législatifs dans les 50 États américains, créant des protections spécifiques pour les vétérans dans le système de justice pénale. Son nom était évoqué pour une candidature au Sénat, mais elle préférait le travail concret, construire quelque chose de tangible qui touchait des vies réelles. « Les politiciens font des lois, » expliquait-elle. « Je préfère changer des vies une à une. » Ce que peu de gens savaient, c'est que Sarah avait méticuleusement documenté chaque irrégularité qu'elle avait observée au fil des années dans divers emplois. Son petit tiroir à la maison contenait des preuves de discrimination dans 12 entreprises différentes, des notes sur les schémas de corruption policière et un réseau de contacts incluant des journalistes d'investigation, des avocats progressistes et des vétérans occupant des postes clés au gouvernement. Adams n'avait pas attaqué une seule personne, mais tout un réseau de renseignements construit sur des décennies. Marcus Chun plaisantait souvent en disant que Sarah avait appliqué des tactiques militaires à la vie civile avec une précision chirurgicale. Elle avait identifié la cible, collecté des renseignements, exécuté la mission et protégé des civils innocents. Une opération parfaite. 0 perte de notre côté. Neutralisation complète de l'ennemi. Lors de la cérémonie de remise des prix, lorsqu'on lui demanda quel conseil elle donnerait aux autres vétérans confrontés à l'injustice, Sarah fut directe. « Ne cherchez pas la vengeance, cherchez la justice. La différence est que la vengeance ne satisfait que vous, mais la justice protège ceux qui viennent après vous. Et rappelez-vous, quiconque sous-estime un vétéran par préjugé n'a aucune idée du niveau de discipline, de stratégie et de connexion qu'il défie. » Adams, regardant la cérémonie de remise des prix à la télévision dans la cafétéria de la prison, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas sous-estimé une seule personne. Il avait sous-estimé tout un code d'honneur, une fraternité forgée au combat et un réseau de loyauté qu'il ne comprendrait jamais. Son erreur fatale fut de croire qu'un uniforme déterminait la valeur d'une personne. L'atelier de Sarah employait désormais 43 vétérans, offrant non seulement des emplois, mais une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Sur le mur, une photo d'elle avec le général Hayes, debout côte à côte avec sa médaille d'honneur pour bravoure, au combat, rappelait à tous que les héros ne sont pas définis par leur lieu de naissance ou l'uniforme qu'ils portaient, mais par la manière dont ils choisissent d'agir lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. Réfléchissez à cela, conclut Sarah dans son discours. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser à cause de préjugés, rappelez-vous qu'il ne connaît pas toute votre histoire. Et parfois, la meilleure éducation que nous puissions donner est de simplement être exactement qui nous sommes. Construire quelque chose de plus grand que ce qu'ils pourraient jamais imaginer. Et prouver que la véritable force ne réside pas dans la destruction des ennemis, mais dans la création d'un héritage qui les rend insignifiants. Le
L'auditorium explosa en applaudissements alors que Sarah saluait. Pas en tant que victime ayant survécu, mais en tant que leader ayant transformé l'injustice en inspiration, prouvant que lorsqu'on essaie de faire tomber quelqu'un qui a déjà survécu à la guerre, on risque de déclarer une bataille qu'on ne pourra jamais gagner. Si cette histoire de transformation et de dépassement de l'adversité a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé leurs plus grandes injustices en victoires extraordinaires. Car parfois, les véritables héros sont ceux que la société attend le moins, mais qui possèdent la force silencieuse pour réécrire les règles du jeu.